Je vais passer maintenant pour vous présenter une solution développée par le pôle R&D de iTrust qui s'adresse justement à cette problématique. Car la question de fond est quelle est la meilleure stratégie pour contrer ce type de menaces et d'attaques. On sait très bien que les méthodes traditionnelles de type signature ne suffisent pas car ce type d'attaque arrive de manière très, très rapide et sont trop souvent changent en comportement. Donc la recherche de signature est complètement insuffisante. Une autre approche est basée sur des règles, c'est-à-dire coder de manière câblée certains comportements qui relèvent de certaines malveillances et ce type de motifs sont testés pour voir si on reconnaît certains motifs d'une attaque. On se rend compte de suite qu'ils ont les mêmes défauts, voire sont pas du tout adaptatifs, ces méthodes-là, et de plus sont très très difficilement gérables, surtout quand on doit coder des centaines de règles très très spécifiques. Une autre approche, c'est celle des sandbox qui essaie de minimiser les privilèges des nouvelles applications, justement pour mettre des obstacles à leur fonctionnement. Eh bien, les nouveaux malwares sont capables de détecter le contexte dans lequel ils activent et contournent ces sandbox. Ils sont capables de mener quand même leurs attaques. C'est pour cela que la question de fond, c'est est-ce qu'on est contraint à appliquer ce type de stratégie ou il y a des alternatives? Eh bien, nous, chez iTrust, on a une expérience forte de presque 10 ans d'expérience en cybersécurité. On voulait développer notre solution logicielle pour faire l'analyse de grande échelle pour détecter tout type d'anomalie. Car justement, le problème de fond, c'est de développer une solution capable de s'adapter à de nouvelles attaques et également d'être capable de prendre en compte d'autres contraintes que je vais énumérer de suite. Tout d'abord, il s'agit d'une analyse d'une grande volumétrie de données avec une très très grande variabilité. Il s'agit d'analyser des sources provenant par exemple des logs DNS, d'autres trafics réseau, des paquets, voire des bases de données, etc. Donc il faut prendre en considération le plus d'informations possible et le traiter de manière unitaire. La deuxième contrainte qu'on s'était imposée, c'est la sémantique du domaine d'analyse, car développer une solution complètement agnostique du contexte d'analyse ne fera que remonter un taux de faux positifs complètement énorme et donc n'aidera pas à la solution finale. De plus, il va inonder l'utilisateur humain, l'opérateur de la solution. Donc il faut connaître très bien la sémantique du domaine d'analyse. La troisième contrainte, c'est comment on peut effectuer la modélisation des comportements au sein du réseau ou de la macro-entité qu'on veut analyser. Bien sûr, il faut savoir comment on peut également faire non seulement l'analyse, mais aussi la prédiction des comportements qu'on observe et comment on peut évaluer le taux de succès de notre solution. Un autre point absolument essentiel, c'est ce qu'on appellerait la capacité de remonter l'échelle sémantique. C'est-à-dire faire la distinction entre un comportement normal, un comportement nouveau,
anormal, suspect et enfin malveillant. Donc pour cela, ce point rejoint les contraintes du deuxième point, notamment la sémantique du domaine d'analyse. En dernier point, il est extrêmement important lorsqu'on développe une telle solution, la traçabilité des résultats qu'on donne à l'utilisateur, notamment pour remonter aux causes d'un comportement qui a été étiqueté comme étant malveillant. C'est pour cela que chez iTrust, on a développé la solution appelée Revelium, capable de traiter des volumes massifs de données et qui implémente un moteur d'analyse comportementale pour remonter ce type de comportement malveillant lié au scénario de la cybersécurité. Quelles sont ses caractéristiques principales? Tout d'abord, il s'agit de l'analyse des données non intrusives. Lorsqu'on essaie de développer une solution d'analyse de ce type en cybersécurité, bien sûr, l'hypothèse de travail est contrainte par la sensibilité des données. Donc, on ne peut pas avoir accès aux données je veux dire, du domaine privé ou qui sont très sensibles. Il faut baser notre analyse sur des sources de données qui sont mises à disposition dans l'infrastructure du parc informatique déjà existantes, qu'on n'est pas obligé d'implémenter d'autres sondes, outils d'analyse et donc être capable de faire cette analyse à un autre niveau que celui des machines utilisateurs, par exemple. Un deuxième point, c'est la capacité de traiter des volumes de données massifs. C'est pour cela que la solution qu'on a développée chez iTrust, Revelium, a intégré toute une infrastructure de type Big Data. Un des points essentiels concernant notre solution, c'est un moteur de détection des signaux faibles. Qu'est-ce qu'un signal faible? Dans notre terminologie, il s'agit des signaux qui sont soit rares, soit complètement noyés dans la volumétrie des données existantes. Le quatrième point, c'est le moteur d'analyse comportementale proprement dite, qui prend en entrée qui effectue une analyse à plusieurs échelles de temps et d'espace. Notre solution, Revelium, est capable de effectuer son analyse à la fois en mode temps réel et forensique, donc investigation plus en profondeur si besoin. Mais la contrainte principale, c'est qu'elle doit être capable de remonter des alertes au plus tôt possible pour que même si le parc informatique ou un élément du parc informatique a été infecté et on a assez peu d'éléments pour tirer une conclusion, toute conclusion partielle, toute information partielle mais pertinente doit être remontée afin que l'utilisateur humain prenne la bonne décision et effectue son investigation de sa part. Ceci rejoint au dernier point, notamment la visualisation ergonomique. Donc nous avons intégré dans notre solution plusieurs éléments pour représenter ces analyses à l'utilisateur et justement faciliter sa décision finale. Maintenant, je souhaite consacrer la présentation sur la partie de l'analyse comportementale
pour comprendre un peu mieux l'approche de Revelium. Elle se base sur trois axes de développement, notamment l'analyse statistique, ce qu'on appelle l'apprentissage ou le machine learning, des méthodes euh, assez nouvelles d'apprentissage de données pour la modélisation des comportements, et bien sûr l'expertise humaine. Voyons plus en détail maintenant en quoi concerne euh, l'infrastructure de traitement et cette brique d'analyse statistique. Donc on voit ici euh, le schéma de traitement de Revelium qui peut prendre en entrée plusieurs flux de données, notamment des fichiers journaliers, mais aussi des datasets, qui effectuent un pré-traitement éventuel, c'est-à-dire indexer les données, les parser, faire tout pré-traitement nécessaire ensuite pour livrer ces prérequis et ces données au niveau d'analyse comportementale. Un moteur d'analyse comportementale basé sur deux composantes. La première étant la détection des signaux faibles et le moteur de corrélation. Ce moteur d'analyse comportementale remonte en temps réel des alertes à des différents niveaux de criticité et ce qu'on appelle des menaces, c'est-à-dire des objets qui agrègent plusieurs alertes et qui montrent à l'utilisateur différents motifs qui ont été détectés en cours de route et qui l'aide justement à prendre sa décision pour investiguer une certaine entité du parc informatique. L'analyse statistique comporte plusieurs types d'outils d'analyse, notamment des analyses multivariées, des séries temporelles, des tests des hypothèses statistiques qui sont, par exemple, concernent la volumétrie ou la fréquence des événements analysés, des modèles d'inférence statistique et des analyses de régression. Avec ces outils-là, on peut, par exemple, effectuer des analyses des logs, des fichiers journaliers des requêtes DNS. Dans un cas, par exemple, on a été confronté à l'analyse d'un échantillon de données en temps réel concernant presque 100 milliards de requêtes par jour effectuées vers 50 000 domaines uniques effectués par 2000 utilisateurs à peu près. Donc grâce à ce type d'outils statistiques, nous avons pu mettre en évidence les domaines rarement visités, et des comportements suspects concernant les domaines qui ne sont pas résolus ou non enregistrés, et également une entité, notamment une IP, qui contactait presque un millier de domaines dans une très très courte durée de temps, résolvant sur la même adresse IP. Donc voilà la capacité des outils statistiques à mettre en évidence ce type de comportement déviant. Également avec ce type d'outils, on est capable d'identifier les événements récurrents de type beaconing. Donc ce qu'on a en terminologie d'analyse statistique, on rejoint le concept de saisonnalité. Donc toute activité automatique nous donne une certaine sémantique pour augmenter la confiance qu'il s'agit soit d'un comportement normal, par exemple des serveurs qui effectuent des mises à jour, ou des comportements malveillants concernant par exemple des botnets qui essaient de contacter leur serveur de commande et contrôle afin d'effectuer des actions ou de mettre à jour leur payload.
Donc, ce comportement en lui-même ne peut pas nous fournir des, le cible final de notre échelle de sémantique, notamment de l'étiqueter comme étant malveillant ou pas malveillant, mais nous offre la confiance de séparer un possible comportement en cours de route entre malveillant et pas malveillant. Donc, on voit très bien que on a besoin d'intégrer dans cette analyse d'autres éléments, notamment les éléments contextuels, afin de savoir s'il s'agit vraiment d'un comportement malveillant ou pas. C'est pour cela qu'en deuxième étape, deuxième axe d'analyse, on utilise des modèles de type machine learning pour analyser ces signaux faibles et qui comportent plusieurs composantes, notamment l'extraction des caractéristiques pertinentes des flux d'informations traités, les détecteurs de motifs auxquels on s'intéresse, l'apprentissage supervisé, notamment la classification des comportements, en fait la modélisation des comportements et la classification en vue de la prédiction ou des modèles régressifs quand il s'agit d'une prédiction des valeurs réelles, et de l'apprentissage non supervisé basé sur des méthodes de clustering ou de topic modeling. Bon, sont des termes utilisés dans le domaine du jargon. On peut revenir sur ces termes, mais dans la ligne la plus large, on peut dire que ce sont des méthodes qui essaient de regrouper les données par rapport à certaines similarités. Donc on doit s'intéresser à coder correctement la similarité entre les entités analysées. J'aimerais faire une parenthèse à ce propos, car on est tous bien informés du succès mondial du machine learning et surtout du deep learning dernièrement, sur tout type de technologie, notamment la reconnaissance vocale, la reconnaissance des images, etc. Eh bien, j'aimerais dire que ce succès est dû notamment à quelques points essentiels, notamment la volumétrie de données analysées. Deuxièmement, le fait que ces données sont étiquetées, c'est-à-dire un utilisateur humain a effectué un premier passage sur un gros ensemble de données pour savoir que dans telle image, il s'agit, on contient tel ou tel objet, par exemple. Et donc le troisième point, c'est la puissance de calcul pour faire apprendre les modèles. Eh bien, dans le domaine de la cybersécurité, on a ce qu'on appellerait le paradoxe de la donnée. Notamment, on doit être capable de traiter de grands volumes de données, des fichiers journaliers, comme j'énumérais tout à l'heure, des informations provenant de différentes sources. Donc, on a un volume immense de données. Par contre, on a très très peu de vérité de terrain pour avoir exactement les étiquettes d'un comportement anormal. Surtout que ces comportements anormaux changent, comme évoquait notre interlocuteur. Chaque attaque a ses moyens et ses comportements propres. Donc, on se place bien dans un contexte très très contraignant. Notamment, on doit analyser énormément de données avec très très peu de disons, données étiquetées pour apprendre nos modèles. C'est pour cela que grâce à notre solution, on intègre également l'expertise humaine
qui, en cours de route de l'exploitation du produit, fait augmenter la capacité du logiciel à apprendre. Donc, il intègre l'expertise humaine pour corréler avec les comportements qui ont été modélisés dans le produit. Et grâce à ce type de modèle, on réussit à mettre en évidence, par exemple, des requêtes inhabituelles qui sont effectuées, par exemple, pendant le week-end ou la nuit, et de diminuer ainsi le taux de faux positifs. On peut effectuer également l'analyse des fréquences et de l'entropie des domaines contactés pour, pour signaler par exemple des entités, des machines qui effectuent des requêtes peut-être pas si volumineuses, mais vers beaucoup de domaines qui sont très très différents. Et également, on a un outil spécifique pour la détection des techniques d'évasion basées sur le protocole DNS, notamment les DGA. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit des domaines générés de manière aléatoire par un algorithme comme étant les moyens les plus récurrents des malwares, de communication entre un malware et son serveur distant. Donc, toute détection de ce type de communication est un grand gain pour signaler les phases incipientes d'une infection d'une entité dans le réseau. Avec ces outils de type apprentissage non supervisé qui relèvent de la similarité des entités, on peut également effectuer l'analyse des graphes des interactions entre et les motifs de communication et si on a l'information de la distribution géographique des entités. Grâce au même type d'analyse comportementale de type clustering, c'est-à-dire basé sur la similarité, on a réussi à développer un outil qui permet de séparer les comportements habituels, anormaux et malveillants. Dans le cas illustré ici, notamment le comportement d'un ransomware, symbolisé ici par les petites croix en violet, qui sont, comme on le voit bien différentes d'un comportement en veille normal, symbolisé par les points rouges et marron, et d'un comportement de calcul intensif, notamment chiffrement de données, très très similaire aux phases d'un cryptolocker qui a été analysé dans ce cas. Donc on voit bien la distinction entre ces comportements et notre capacité donc de remonter des anomalies lorsqu'on fait l'analyse en temps réel de l'activité d'un utilisateur sur la machine. J'évoquais tout à l'heure le fait que ces outils statistiques et de modélisation de type machine learning ne suffisent pas lorsqu'on implémente dans une solution pour la détection d'anomalies, car dans notre cas spécifique de la cybersécurité, on se confronte au paradoxe de la donnée. On a énormément de données à analyser, mais peu de retours ou d'informations concernant la malveillance des comportements analysés. C'est pour cela qu'on intègre dans notre produit par défaut l'expertise humaine à plusieurs échelles, notamment par les sources de ce qu'on appelle dans le domaine Threat Intel, provenant de la communauté, de nos clients, de notre expertise humaine, mais également de corréler toutes ces informations
avec le retour de l'opérateur humain qui utilise notre solution. Euh, donc pour résumer notre approche, Revelium est un véritable moteur de analyse comportementale qui est capable de traiter différents flux de données, d'effectuer une analyse à deux échelles euh, et deux approches qui vont se combiner ensuite, notamment une analyse des signaux faibles et un moteur de corrélation qui intègre à la fois les prédictions des modèles statistiques, les prédictions des modèles de type machine learning et l'intelligence humaine. Donc on pourrait dire que Revelium essaie de rassembler l'intelligence à trois niveaux d'expertise, notamment l'intelligence artificielle, l'intelligence de la communauté et l'intelligence de celui qui l'opère. Pour développer ce produit, nous appuyons à la fois sur les technologies très récentes sur le traitement de données de type Big Data, sur les algorithmes qui ont été validés en cours de route par la communauté scientifique, mais aussi sur des algorithmes propriétaires développés en collaboration avec des laboratoires de recherche internationaux. Maintenant, essayons de regarder rapidement comment on peut utiliser notre solution pour faire face à ce qu'on appellerait des menaces avancées de type APT. Donc, l'anatomie de ce qu'on appellerait un kill chain de type APT, c'est-à-dire le comportement d'un malware qui va essayer d'exploiter différentes vulnérabilités afin de mener une attaque et finalement exfiltrer les données ou justement effectuer une action malveillante sont les suivantes. Donc, une première étape de reconnaissance cibler certaines entités du réseau. Ensuite, l'infiltration via différentes méthodes, notamment le phishing, l'hameçonnage, comme évoqué tout à l'heure Damien, dans le cas de l'exploration de ce qui s'est passé chez Davos. Ensuite, l'étape de la persistance du malware, notamment l'installation, le déploiement et les premiers pas de communication vers le serveur distant de type CNC. Une quatrième étape concernant l'exploration locale, donc la collecte des modélisations des informations afin de comprendre l'environnement de l'entité sur laquelle il s'est installé, il s'est déployé le logiciel malveillant. Ensuite, ses capacités à passer à l'étape suivante, notamment le mouvement latéral, et donc se diffuser au sein du parc informatique. Et l'étape finale, notamment l'attaque et l'exfiltration des données ou d'autres conséquences avec d'autres conséquences souvent très lourdes. Revelium se place à toutes ces étapes d'analyse et il est extrêmement important de préciser le fait que même si le malware a réussi à passer déjà des deux premières étapes, c'est-à-dire il s'est installé sur le poste de travail ou sur le serveur, il est actif.
eh bien, toute analyse de son comportement pourra relever certains motifs et d'agir et d'informer donc l'analyse de sécurité avant que le logiciel malveillant arrive à l'étape 6 et déclenche son attaque. Donc chaque étape intermédiaire est essentielle et il faut remonter le plus d'informations à l'analyste humain. C'est exactement ce que Revelium effectue. Et regardons ensemble l'interface de monitoring offerte par Revelium et ses outils adjacents dans le cas d'analyse des flux DNS. Donc, dans ce cas, on est capable de remonter plusieurs familles d'alertes, notamment concernant les contacts vers des domaines avec une mauvaise réputation qui ont été blacklistés par les différentes sources de threat intel, mais aussi les comportements anormaux relevant de l'analyse statistique grâce à nos outils, et notamment en dernière ligne qui se voit ici sur l'écran en haut, les requêtes vers des domaines de type DGA. Donc j'évoquais tout à l'heure le fait que la plupart des malwares, la vaste majorité des malwares, essaient d'établir des communications avec leurs serveurs distants de type commande et contrôle via des requêtes de type DGA, donc des domaines générés aléatoirement par un algorithme afin de se synchroniser avec les serveurs distants. Et ces domaines-là ont souvent des noms très très bizarres, pour ainsi dire de manière verbale. Eh bien, nos algorithmes sont capables de détecter ce type de requête de type DGA avec un taux de succès près de 100%. Donc, Revelium remonte, pour revenir à cette vue, remonte les alertes en temps réel et offre à l'utilisateur toutes les informations concernant chaque alerte afin que l'utilisateur prenne la bonne décision et par exemple poursuit une investigation plus en détail dans une certaine entité. Eh bien, comme je disais, il faut prendre en compte ce retour de l'utilisateur et aussi regrouper toute information vis-à-vis des possibles scénarios d'analyse. C'est le but du moteur de corrélation qui regroupe toutes les alertes remontées par Revelium qu'on a vu tout à l'heure et essaie de mettre en évidence les différents motifs qui sont pertinents par rapport à un certain scénario de cybersécurité, notamment par exemple les étapes qu'on a vu tout à l'heure évoquées pour l'anatomie d'un malware. Un score de criticité ou de sévérité de chaque entité du réseau, du parc informatique est remonté. Donc on peut voir ici à gauche en haut l'évolution de ce score et également à droite ce qu'on appellerait un arbre des motifs qui sont du plus spécifique au plus générique, des motifs qui sont intéressants et qui, même de manière partielle, regroupent des informations pertinentes vis-à-vis un scénario d'analyse. Donc, l'opérateur humain, s'il veut entrer dans les détails de chaque nœud de cet arbre, peut
observer toutes les informations nécessaires pour agir de manière rapide, justement examiner les entités avec une grande criticité. Également, on met en évidence une analyse de graphes des entités du réseau afin d'avoir une vue globale déjà du parc informatique et de observer s'il s'agit des entités isolées potentiellement infectées ou de toute une sous-partie du réseau qui potentiellement établit des motifs de communication anormaux. Donc pour conclure, quels sont les avantages de la solution développée par iTrust appelée Revelium? Tout d'abord, notre solution aide à détecter les différents signaux faibles et comportements anormaux, diminuant considérablement le taux des faux positifs. Comme on vient de remarquer, notre but final, c'est de faire à la fois la détection et de rendre de manière visuelle, intuitive et rapide toutes les informations pertinentes pour que l'utilisateur puisse retracer les causes du comportement suspect. La solution développée intègre directement une architecture de type Big Data capable de traiter de gros volumes de données. Elle utilise des sources de données non intrusives, comme on l'expliquait au tout début de la présentation, lorsqu'il s'agit de l'analyse des parcs informatiques, par exemple des entreprises, on doit s'appuyer sur des sources existantes et pas sur des sources de données privées. On intègre l'expertise et le retour de l'utilisateur humain à des différents niveaux, grâce à la communauté, grâce aux sources de Threat Intel, grâce à notre expertise métier chez iTrust et grâce à nos pentesters, mais aussi l'utilisateur humain qui opère la solution. Une solution qui fonctionne à la fois en mode temps réel et forensique et qui fournit également une boîte à outils capable de concevoir d'autres scénarios d'analyse et d'outils personnalisés pour la détection des comportements anormaux. Nous font confiance aujourd'hui quelques millions d'utilisateurs grâce à nos clients qui sont des clients stratégiques, notamment agissant dans les secteurs énergétiques, bancaires, financières, hospitalières, voilà, donc des acteurs de taille considérable où notre produit a été validé et utilisé avec un grand succès.